Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Lecture à chaud. Pour ceux qui connaissent pas Lecture à chaud, on fait une lecture ensemble d'un article récent lié à de la data engineering. Donc je découvre l'article en même temps que vous et donc je réagis au fur et à mesure de l'article. Alors aujourd'hui, on va lire un article sur Snowflake MCP Server pour faire du SQL avec du langage naturel. J'ai trouvé ça intéressant parce que clairement, le SQL, c'est la vie de tout data, pas que data engineer, mais tout data, et donc plus spécifiquement data engineer. Et le MCP, je pense que l'article va peut-être en parler un peu plus, mais c'est vrai que c'est un standard, un outil à la mode et qui ouvre pas mal de possibilités. Donc, on va lire cet article de Tian Xiajia, qui a été publié le 5 août, donc il y a 13 jours, à l'heure où j'enregistre. Elle dit, donc c'est en anglais, donc encore une fois, à chaque fois que je lis des articles en anglais, merci de votre patience sur la traduction en live de l'anglais. Donc là, il dit exécuter des analyses complexes en data engineering et des tâches administratives simplement en demandant à l'assistant IA, en demandant à votre assistant IA. Et donc là, elle questionne plus sur qu'est-ce qui pourrait arriver si on pouvait faire toutes les opérations Snowflake en passant de requêtes complexes, analytiques complexes, à de l'administration de bases de données, juste en écrivant ce qu'on voudrait en anglais. Et donc là, elle parle du protocole MCP. Donc on va en parler peut-être un tout petit peu plus après. Et donc ce protocole-là permet de faire ce qu'elle a énoncé au début de l'article. Et pardon, je ne sais même pas si c'est donc cette personne, on va dire. Et donc elle dit que elle a construit un production ready, donc le fait que ce soit utilisable en production, la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour interagir avec le serveur MCP de Snowflake afin d'avoir tout ce qu'il faut pour faire du SQL. Donc là, elle commence par comprendre le MCP. Je pense effectivement que c'est important pour pouvoir appréhender le reste de l'article. Le MCP, c'est un protocole, un standard qui a été développé par Anthropic et qui permet à une intelligence artificielle de se connecter et surtout d'interagir avec des systèmes externes et donc juste en langage naturel. Ce qui permet par rapport à ce qu'elle dit, d'avoir comme un traducteur universel qui permet à l'assistant IA de communiquer avec des bases de données, avec des API, avec d'autres sortes de services, juste avec du langage naturel. Donc là, elle précise ce qu'il y avait avant le MCP pour connecter l'intelligence artificielle aux entreprises de la donnée. Donc elle disait qu'il y avait une expérience qui était fragmentée parce qu'il y avait des intégrations custom pour utiliser l'IA. Il pouvait y avoir des problèmes de sécurité à plusieurs niveaux. Il pouvait y avoir des possibilités limitées. Par exemple, elle disait qu'il y a que c'était des requêtes vraiment très basiques et qu'il y avait beaucoup d'interprétations manuelles à faire. Qu'il fallait à chaque fois aller dans le chat d'intelligence artificielle. Enfin, il fallait switcher entre le chat et les bases de données, et que il y avait besoin d'avoir une expertise en SQL pour pouvoir voir for meaningful data interaction, pour pouvoir comprendre en fait l'interaction entre les données. Et elle dit que le MCP permet de résoudre
pardon, permet de résoudre tout cela avec une couche standardisée de communication, et donc qui permet à l'assistant de comprendre, d'exécuter et d'interpréter les opérations sur la base de manière transparente. Et donc là, la personne dit pourquoi Snowflake a besoin de MCP. Snowflake's powers lies in the ability to handle complex. En gros, Snowflake permet de gérer des comment dire ça, des charges de travail analytiques complexes, mais que pour accéder à toute la puissance vraiment requise, traditionnellement requise, il faut normalement une profonde connaissance, enfin une très haute connaissance du SQL, surtout pour les requêtes plus complexes, sophistiquées. Donc là, reprend ce qu'elle disait, le fait de faire une interprétation et une visualisation manuelle des résultats, ça pouvait consommer donc du temps de basculer entre plusieurs outils, et que il y avait des interfaces séparées pour chacune des types d'analyse. La personne dit aussi que les entreprises dépensent beaucoup de temps pour convertir une demande business en SQL, d'exécuter aussi les requêtes et d'interpréter les résultats pour après faire un retour directement au business, au métier. Et ça crée souvent des goulots d'étranglement où les insights, donc la valeur que tu arrives à prendre de tes données, sont limitées par l'expertise technique plutôt que vraiment une pensée analytique. Donc là, je traduis, c'est du à peu près, mais en gros, pour faire un bilan jusque-là de cet article, là, il disait que c'est assez difficile sans MCP d'utiliser vraiment l'IA pour automatiser un peu toute la data, la création enfin déjà récupérer l'expression du besoin, le transformer en technique pour qu'après, automatiquement, l'IA puisse exécuter toute la technique nécessaire pour redonner les données. Et d'ailleurs, elle disait aussi qu'il y a besoin de pouvoir réinterpréter ces données-là pour pouvoir faire un retour donc au métier. Clairement, pour faire un retour plus à chaud, clairement, c'est toujours un challenge d'arriver à transformer un besoin métier en requête SQL. Mais c'est aussi là où on a notre plus-value en tant que data engineer. Et donc, le fait de pouvoir utiliser l'IA, ça permet d'automatiser. Peut-être qu'elle va en dire plus après. C'est vrai que ça peut permettre d'automatiser, à voir vraiment dans la pratique, parce que la plus-value aussi du data engineer, là on peut aussi déborder sur le product owner, c'est d'aller à la rencontre du métier, d'accueillir déjà les besoins, de challenger les besoins, enfin de questionner, de challenger les besoins, d'affiner les besoins, de mettre en place une vraie compréhension de tout ça, pour pouvoir après vraiment donner un besoin concret, utile, pertinent aux techniques, aux data engineers. Là, tout de suite, ce que je vois, ce que je me pose comme question, parce que je l'ai pas testé, c'est à quel point est-ce que l'IA va pouvoir challenger ce besoin métier? Est-ce qu'il y aura un besoin métier qui peut des fois être très léger, qui peut être pas très clair, même la personne qui exprime son besoin peut ne pas être claire. Peut-être qu'il y a pas une vraie pertinence de mettre en place ça. Est-ce que l'IA va pas aller trop vite pour répondre, et donc peut répondre à côté de la plaque sans challenger le besoin? L'IA pourrait s'exécuter trop rapidement, dans le sens où peut-être qu'il aurait fallu approfondir le vrai besoin. Est-ce qu'il y a un vrai besoin? Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose de disponible pour répondre aux besoins, plutôt que d'accord, tu as un besoin, vas-y, je te crée quelque chose. Donc ça coûte de mettre en place cette intelligence artificielle, ça coûte de requêter, enfin d'exécuter la requête qui va être créée. Ça coûte de stocker éventuellement les résultats.
Ça va recouter de vraiment prendre le temps d'analyser ce résultat. J'ai un peu peur que ça multiplie beaucoup les use cases. Pas grand chose et que ça mette un peu on parlait je crois en data de data swamp pour dire que c'est un marécage je crois de données, mais dans le sens pas data lake, c'est vraiment dans le mauvais sens du terme, c'est qu'il y en a partout, il y a des trucs qui sont pas utilisés. Là tout de suite ça me fait peur avec ça, même si je pense que les possibilités d'automatisation sont énormes. Alors, l'avantage universel du SQL, conséquence de la spécialisation des outils d'analyse. Donc le MCP, le serveur MCP de Snowflake permet un accès SQL, ce qui veut dire que toutes les opérations peuvent fonctionner dans Snowflake, et donc votre assistant IA peut exécuter ces requêtes à travers du langage naturel. C'est pas juste un select, enfin des requêtes select. C'est vraiment pour avoir une requête SQL complète, une liberté complète de SQL, pardon. Alors là, elle cite ce qui peut être fait, c'est d'avoir des requêtes analytiques complexes avec par exemple des command table expression, des window functions, ok. Ça permet de faire des transformations de données, de mettre en place des pipelines, ok. D'optimiser les coûts et les performances avec du monitoring et performance monitoring, ok. Ça, c'est clairement quelque chose d'important. Alors déjà, le fait de transformer le besoin métier en requête, avec ce que j'ai dit juste avant, avec certains risques, mais le fait de pouvoir optimiser les coûts et les performances, ça, je pense que c'est une vraie plus-value dans tous les cas. Après, optimiser quelque chose qui n'a pas raison d'être, bien sûr. Mais imaginons qu'on écrit nous-mêmes notre requête, on peut donner cette requête-là, il va y avoir une vraie optimisation derrière. Parce que j'imagine qu'avec le MCP de Snowflake, il y a une vraie connexion à sa base et donc il peut vraiment comprendre, comprendre et optimiser tous les coûts et performances. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant et je pense que ça peut faire une grosse différence parce que les entreprises veulent de l'optimisation, veulent de la performance. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire là actuellement dans ma mission. Je me concentre, mon rôle est vraiment d'aider les différentes équipes de l'entreprise dans laquelle je travaille, d'optimiser leurs coûts. Et il y a toujours quelque chose à faire, même des choses très simples. Administrative Operations et gouvernance. Donc là, pour moi, c'est automatiser tout ce qui est la partie documentation et gouvernance, je dirais. Et d'avoir possiblement des retours de la valeur en temps réel. Une génération de valeur en temps réel. OK. Et donc, l'architecture MCP permet aux assistants de comprendre les bases de données complexes, de pouvoir exécuter des requêtes complexes et donner surtout des retours pertinents, intelligents. Et le tout en maintenant un niveau de sécurité entreprise, suffisant pour une entreprise. Alors là, elle dit, pour le monde réel, il y a 3 use cases. OK. Elle propose de les explorer à travers justement l'utilisation du MCP. OK. Alors, donc le premier use case, c'est un administrateur de base de données. Là, elle parle d'une intelligence de coût. OK. Le challenge, c'est de monitorer et d'optimiser les coûts Snowflake à travers plusieurs data warehouse et plusieurs charges de travail. Je ne sais pas si on peut parler de pipelines ici. Donc la personne a utilisé Cloud Desktop. OK, donc c'est pour faire le MCP, j'imagine, à travers Claude. Le prompt que la personne a donné. Est-ce que tu peux regarder mon environnement Snowflake et analyser ma facturation sur les 30 derniers jours? Je vais grossir un peu. Ce sera peut-être même mieux pour vous. Alors, la réponse de Claude. Déjà, sans regarder ce qui ressort, mais je trouve que c'est déjà bien structuré. Alors, les éléments clés trouvés. Votre environnement Snowflake montre des usages déjà très efficaces avec un coût total
en dessous les 6 $ pour un mois. Donc là, ils te donnent je sais pas comment traduire takeaways, les éléments clés, les éléments à emporter, mais je sais pas si on peut dire ça comme ça. Là, ils commencent à dire qu'est-ce qui est bien. Donc là, il y a une consommation globale qui est faible. 1,27 crédits par mois. J'ai pas travaillé sur Snowflake, donc j'imagine que les crédits, c'est une sorte de moyen de paiement. Peut-être qu'on achète des crédits sur Snowflake, ou alors c'est facturé après. Je sais pas, mais je pense que c'est la notion de coût dans Snowflake. L'empreinte minimale de stockage est de 6 gigas. No expensing, pas de fonctionnalité premium chère en cours d'exécution. Et donc, il y a une bonne gestion du warehouse. Qu'est-ce qui pourrait être à monitorer? Alors, Compute WH. Alors, il dit qu'il y a des usages un peu sporadiques, un peu différents. Spikes, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais traduire avec vous. Pointe pic. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des usages vraiment différents, ou des fois il y a des gaps, il y a des usages assez hauts qui redescendent assez haut, etc. Par exemple, en juillet, il y a eu 0,4 crédits d'utilisés, donc c'est-à-dire un tiers de sa consommation mensuelle. Ok, ça peut être intéressant. Sur des usages sporadiques, oui, à voir. Ok. Sales Intelligence, ok. Ça, il dit qu'il y a quelque chose qui tourne tous les jours. À vérifier, est-ce que c'est nécessaire? Ok. Alors, sur les 2 premiers retours, j'imagine que c'est un retour spécifique par rapport à ce que l'IA a analysé. Peut-être qu'il va pas retourner ça à chaque fois pour toutes les équipes, parce que ça pourrait ne pas être pertinent. Le fait d'avoir des usages sporadiques, je sais pas. Il faudrait avoir un gap pour dire, ou peut-être un seuil pour dire tel jour vous avez eu un pic de plus 10% par rapport à la moyenne du mois, ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être intéressant. Là, le fait de dire est-ce que c'est intentionnel de faire tourner tous les jours un job, à voir, parce qu'il y a des entreprises, on en fait on en fait 10 par mois, par jour. Il va pas demander pour tout cela, et puis on en fait 50 en streaming. Je dis des chiffres au hasard, mais peut-être attention. Ça pourrait être intéressant s'il y a analyse la table pour dire alors ça tourne tous les jours, par contre il y a des nouvelles données que tous les mois qui arrivent dans cette table-là. Pendant 29 jours, il n'y a jamais de nouvelles données. Est-ce que c'est vraiment intentionnel de mettre tous les jours? Est-ce que c'est pertinent? Là, ça pourrait être sympa de faire ça. Mais après, on va dire que le pipeline est bien développé, et on va prendre les derniers états de la donnée. Il n'y a pas de nouveau état pendant 29 jours. Donc, du coup, il n'y a quasiment rien en consommation. Ou presque, s'il y a quand même la phase collecte. Donc, à voir. Data Science College Warehouse is barely used. Barely. Ben, j'apprends aussi des mots avec vous. À peine, d'accord. Est à peine utilisé. Ok. Ça pourrait être pertinent. Ça pourrait être pertinent en entreprise. Ok. Alors, les quick wins. Set auto suspend 1 minute on all warehouses. Ok. Donc, le fait de mettre en place une interruption automatique de 1 minute à 1 minute pour tous les data warehouse. Ok, d'accord. Parce que Ok. À voir ce que ça fait dans Snowflake. Je pense que c'est peut-être quelque chose spécifique sur Snowflake. N'hésitez pas, pour ceux qui travaillent sur Snowflake, à faire un retour par rapport à ça. Et à voir vraiment ce que ça peut apporter. Là, j'ai du mal à me rendre compte sur ce quick win là. Estimate propose qu'est-ce qui a causé ce pic le 29 juillet. Considère consolidating. Donc là, c'est plutôt challenger le warehouse qui n'est pas beaucoup utilisé. Est-ce que tu veux un approfondissement dans des aspects spécifiques de votre usage, comme l'analyse?
OK, c'est tout. Je sais pas ce qu'il a répondu. Alors ça, je sais pas si ça a été généré après ça, je sais pas trop, si c'est automatique. Et donc là, il fait un rapport d'analyse sur la facturation. OK, l'analyse, de tel moment à tel moment. OK. Là, ils disent que les crédits utilisés 1,27 ou peut-être que ça, c'est une, c'est le résultat de l'analyse de ça, du report, peut-être, ça peut être ça. Estimated compute, OK. Active warehouse, average storage, OK. Donc le stockage moyen, OK. Sujet breakdown. Donc là, il dit tous les warehouses qui sont utilisés. Donc j'imagine que sur Snowflake, comme j'ai pas utilisé, on peut créer assez facilement des data warehouse. Dedans, je sais pas s'il y a des datasets aussi, c'est organisé un peu comme BigQuery. Le warehouse, si ça correspond un peu au projet, et dedans il y a le dataset plus les tables. Ou si le warehouse c'est déjà un dataset et dedans il y a directement les tables, je vois pas trop l'organisation. Donc là, ce sont les crédits utilisés, OK, avec un pourcentage, OK. Le daily usage, OK. OK. D'accord. Donc là, par exemple, il n'y a pas d'analyse sur la partie table, dans le sens où est-ce que cette table-là a du partition, devrait avoir des partitions, cluster, etc. Je vois pas ça déjà. OK. OK, bon. Mais je trouve déjà ça assez intéressant. Prompt, montre-moi les requêtes les plus chères, ouais, les plus chères, ce mois-ci dans mon environnement Snowflake et donne-moi des suggestions d'optimisation. OK. Je vais analyser. Donc il analyse ça. Enfin, il a exécuté quelque chose. Let me query the query history to identify. OK. Donc là, il va exécuter une requête SQL. OK. Maintenant, OK. Donc là, il va regarder ceux qui ont il passe par une exploitation de l'historique des requêtes. Là, c'est ceux qui ont le plus consommé ont un temps le plus long d'exécution, mais on voit pas les requêtes, mais j'imagine que là, on peut les regarder. Là, il va regarder ce qui consomme le plus de ressources de calcul. OK. Et donc, il précise que ça inclut les requêtes utilisateurs. Maintenant, laissez-moi vérifier l'usage. OK. Est-ce qu'il y a certains usages récurrents? Et maintenant, donc là, il va identifier quelles sont les requêtes individuelles, donc OK, qui ont tourné le plus longtemps et ont consommé le plus de ressources. OK. Et donc là, ça va être le résultat. Du coup, j'imagine. OK. Donc ça veut dire que c'est bien le résultat de ça. OK. Alors, top cost drivers. Cortex Search Dynamic Tables. Says, OK. Donc là, par contre, je vois pas. Ah si, query type. OK. Donc il commence par dire l'impact de la requête. 0,19 crédits. OK. Pattern. Automatic refreshes every 12. Donc là, c'est peut-être une requête qui s'exécute toutes les 12 heures. Query type alter dynamic table refresh. OK. Donc j'imagine, ça c'est, j'ai jamais utilisé ce type de SQL, donc j'imagine que c'est spécifique à Snowflake et qu'il y a un rafraîchissement de la donnée toutes les 12 heures sur une table. J'imagine. Le coût individuel, donc là ça parle en crédit. OK, donc là c'est ce qui aurait le plus coûté. OK. Optimisation, opportunité d'optimisation. À revoir si la mise à jour toutes les 12 heures est nécessaire. OK. Donc pareil, toutes les 12 heures est nécessaire. Est-ce qu'il dit juste ça pour challenger puis aller voir? Ou est-ce qu'il a détecté qu'il pourrait ne pas y avoir d'utilité à rafraîchir toutes les 12 heures? Comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que, je ne sais pas, hein, est-ce qu'il a détecté que les données sont mises à jour que toutes les 24 heures, par exemple? Et donc, ça serait bien d'espacer la mise à jour des données. Parce que sinon, à chaque fois qu'on va lui demander,
d'aller analyser les tables qui consomment le plus, ou en tout cas pour ça, enfin les requêtes qui consomment le plus, il va pouvoir dire est-ce que c'est normal que ce soit tous les jours? Est-ce que c'est normal que ce soit toutes les 12 heures? Est-ce que c'est normal que ce soit toutes les 2 semaines? Est-ce que il va rechallenger tout alors que initialement ça a été déjà challengé normalement au moment de la production de la requête, du pipeline. Et donc pour moi, il faudrait vraiment qu'il y ait une vraie plus-value à aller checker ça. Il faut pas juste aller vérifier pour aller vérifier. Parce que sinon, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va développer quelque chose, un an après, il y a quelqu'un d'autre qui va venir à la place, il va rechallenger tout ce qui a été fait. Je trouve que c'est pas pertinent. Il faut qu'il y ait vraiment un besoin. Consolidate search sources. Alors, plusieurs search table refreshing separately. Je sais pas comment traduire. Plusieurs recherches de tables. Ouais, je sais pas trop comment le traduire ça. Ouais, je sais pas trop à quoi ça pourrait correspondre ça, le Consolidated Search Sources. Peut-être que c'est une fonctionnalité spécifique Snowflake, ou alors c'est juste que je comprends vraiment pas. Ouais, j'avoue, je vois pas trop sur quoi on peut s'orienter. Schedule Optimization. Là, ils conseillent de lancer les mises à jour en dehors des heures de pic. Ok, ce qui paraît bien de pouvoir lisser les exécutions de job. Ok. Monitor usage. Il dit de vérifier si la fonctionnalité de recherche sont vraiment utilisées. Ok. Ouais, je vois pas trop cette search features. On va peut-être voir ensemble. Snowflake, search. On parle là depuis 2 fois. Search. Ah, ça. Search is character data in specific column from including field in variant. Ah, variant, c'est un objet spécifique Snowflake, je crois. Object arrays column. Ok. C'est du. Ok. Donc, de ce que je comprends, c'est une fonction de recherche dans du texte. De ce que je comprends. N'hésitez pas, pareil, à mettre des commentaires si vous avez plus d'informations sur cette partie-là. Alors, deuxième top cost, financial data queries. Ok. Alors, 0,89 crédits. Ok. Ok. D'accord. Data source. Ok. Donc, il donne sa source de données. Scan pattern, large table scan. Ok. Donc là, il dit qu'il y a entre 100 et 3 gigas de volume de données scannées à chaque fois qu'on exécute la requête. Ok. D'accord. Les requêtes utilisateurs les plus chères, il y a celle-là. D'accord. Ok, ça peut être. Si, ça peut être intéressant, mais comment dire, je suis un peu frustré de cette réponse. Peut-être parce que j'ai l'habitude d'avoir ce genre d'analyse dans des dashboards. Par exemple, dashboard Power BI, où il y a directement un top de requêtes. On peut filtrer par projet, on peut filtrer par utilisateur, on peut faire des filtres avancés. Là, ok, il a ressorti les 3 requêtes, là, par exemple, pour le dernier utilisateur consommé le plus. Ok. Mais est-ce que dans la pratique, ça va vraiment ça? Ce qui pourrait être pas mal, mais là aussi, c'est dans un cas isolé. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas bien à me rendre compte. Ce qui pourrait être sympa, c'est que cet outil-là soit dans les mains de chaque équipe pour dire, alors moi, pour mon équipe qui est Intel, j'ai besoin d'avoir les requêtes qui coûtent le plus cher pour mon équipe. Et donc là, il va ressortir donc les utilisateurs qui donnent des requêtes les plus chères. Ok. Ok. Et des alters dynamiques. Ouais. Alors, c'est vrai qu'avec ça, c'est plus simple, plus naturel, on va dire, d'accéder à des données et des réponses. Mais c'est un peu comme le vibe coding. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal d'allers-retours. Parce que là, il y a ça, mais peut-être qu'au final, on veut pas les requêtes de type alter dynamique, on veut des requêtes select. Donc, sors-moi plutôt les requêtes select. Il va sortir requête select. Oui, mais par contre, ne me sors pas les requêtes de cette table-là parce que je sais que c'est cher et je sais qu'on a eu besoin de faire ça. Donc, sors-moi les vraies requêtes vraiment. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus de friction
C'est mon avis qu'un simple dashboard avec des filtres et une belle présentation, et que ça va peut-être coûter plus cher. C'est l'impression que j'ai, peut-être que je me trompe. Mais là, pour ce cas d'usage, j'ai trouvé ça un peu... Je me sens pas emballé par le fait de faire ça. Avoir cette étude-là, ça peut être un peu équivalent. Ouais, je reste un peu sur ma faim. Peut-être que j'aurais voulu qu'il génère plutôt un dash, potentiellement avec des filtres aussi intégrés, pour éviter de faire plein d'allers-retours avec la question, mais pouvoir aussi manipuler, d'avoir en gros dû faire une certaine question qui génère peut-être quelque chose d'un peu plus macro. Mais bon, le prompt reste simple quand même aussi. Faudrait peut-être un prompt plus précis, bien sûr, mais d'avoir plutôt un résultat plus macro qu'on puisse filtrer éventuellement sur nos besoins pour éviter de redemander, attendre, gestion, redemander, attendre, etc. Peut-être que là, ça pourrait être intéressant. Comme je disais, là, je vois rien sur partitionnement, cluster, peut-être d'autres fonctionnalités qui permettent d'avoir une meilleure gestion des clous sur Snowflake. Là, c'est déjà un bon début, mais je trouve ça assez léger. Et là, pareil, bof. Malgré tout, ça n'empêche pas que la technologie est énorme là-dessus. Il a quand même généré plusieurs requêtes. Est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas, toutes ces requêtes-là? Je sais pas. Je ne sais pas. Là, c'est des prompts d'exemple. On va peut-être pas faire là-dessus. Alors, le résultat, d'après lui, c'est l'IA donne des optimisations de coûts et permet d'identifier des opportunités d'économie. Et il donne des recommandations qui peuvent être mises en place et des améliorations SQL spécifiques. J'en vois pas. Attends, non. Des améliorations SQL spécifiques, oui, si c'est toutes les 12 heures, mais comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas convaincu par ça. Le fait de pouvoir scheduler autrement, oui, ça c'est intéressant, effectivement. Ouais, ok. Je trouve le résultat plutôt optimiste. Moi, je suis pas trop. Ouais, je suis pas trop. Alors, il y a d'autres études de cas. On va peut-être pas faire toutes les études de cas ensemble. On a déjà vu ce qu'ils pouvaient faire. Puis dans ce cas-là, ça va être long à chaque fois de revenir là-dessus. Mais globalement, sur ce cas-là, il a plutôt utilisé Cursor avec le même schéma, le fait qu'il y ait eu un besoin spécifique et il itère avec des requêtes SQL pour sortir quelque chose, un rapport en fait. Ok, ouais. View details, ok, tac. Data coverage. C'était quoi? Le besoin, c'était quoi? C'était une étude, j'imagine, vu que c'était Analytics. Ok, donc là, il a sorti une sorte d'étude. Ok. Donc je vous conseille d'aller voir directement. Si vous voulez un peu plus de détails, parce que là, je passe très vite, parce que la lecture à chaud est assez longue là aujourd'hui. Ok, donc ça, c'est ce qu'il peut produire. Ok, on survole. Pardon, j'avais vu bullshit, pardon. Bullish stocks. Ok. Et bearish. Ok. D'accord. Donc le résultat, développement accéléré d'une infrastructure analytique robuste avec du code généré par l'IA, avec un SQL optimisé pour des bonnes pratiques. Ok, j'aurais bien voulu voir avec des requêtes optimisées. J'aurais bien voulu voir les requêtes parce que là, je vois juste un select. C'est pas ce que j'appelle de l'optimisation. Enfin, il n'y a rien en fait dedans. Il consulte juste ce qui a été créé, j'imagine. Ça aurait été bien de voir, ouais. Parce que là, je vois pas grand chose. Je vois pas est-ce qu'il y a de la partition, pas de partition. Parce que à partir du moment où tu as une date, ça veut dire que c'est une table de fait. Pas n'importe quelle date, mais là, en tout cas, pour ça, ouais, à voir. Faudrait voir derrière. Et le dernier, Data Analyst, Ad-hoc Insight. Donc ça, c'est une analyse, je dirais comme ça. Et query.
Pareil, c'est une analyse, make sure the query is correct. OK. Donc ça, c'est ce qu'il peut produire. OK. Donc là, il rappelle que le MCP, serveur MCP, permet d'avoir une compatibilité universelle entre l'intelligence artificielle, le LLM, et l'outil derrière le MCP. Là, en l'occurrence, c'était Snowflake, donc de la data. Il disait que ce soit à travers Claude Code Cursor ou autres clients compatibles MCP, le serveur peut transformer l'assistant en un data analyst intelligent qui comprend votre contexte Snowflake et votre logique métier. Ouais. Après, là aussi, c'est une table à analyser, sans moi quelque chose. Ça va dépendre d'énormément de contexte parce qu'il peut y avoir chez des clients toute la connaissance, toute la base de connaissances de données est explosée en plusieurs tables en architecture, architecture. Ah, j'ai oublié le mot. Bon, en tout cas, on est sur une architecture, on est en Kimball, enfin, on est en... C'est pas flocon de neige parce que là, ça va trop loin. Ah, j'ai oublié le terme. Je vais le chercher peut-être avec vous. Flocon, architecture, flocon et schéma en étoile. Donc chez les clients, il peut y avoir un schéma en étoile. Donc ça veut dire qu'il y a l'étape de fait, l'étape de référentiel qui gravite autour. Et pour avoir tous les insights vraiment pertinents, il va falloir peut-être joindre plusieurs tables de fait. Il va falloir rapprocher du référentiel pour donner du contexte. Parce que juste dans la table de fait, il y a des 1, des 2, etc. Des identifiants. Certaines entreprises peuvent faire du flocon et donc encore plus éclater, on va dire, les données, il va falloir les rapprocher. Là, c'est juste une table, analyse-moi la table. Oui, c'est vrai que pour le data analyst, ils vont... Et encore, il n'y a pas partout du one big table. J'ai fait des missions où même les data analysts, donc les data ingénieurs mettent à disposition des tables de faits déjà potentiellement préformatées, avec des tables référentielles aussi à côté. Et les data analysts vont aussi piocher pour faire des analyses croisées. Ils vont faire leur propre requête SQL, mettre en place leur propre agrégation, parce que la table initiale ne répond pas à cet usage-là. Et là, en gros, ça part du principe qu'il y a déjà une table toute faite pour la data analyse. Mais je ne sais pas si ça peut être vraiment adapté dans tous les contextes. J'ai du mal. Par-delà l'analyse traditionnelle, alors la force du MCP est d'étendre plus loin que des requêtes simples. Il peut transformer comment une organisation peut interagir avec leur écosystème data, que ce soit avec les équipes data engineers qui peuvent construire des pipelines ETL, ELT, vraiment complexes et des modèles de données à travers du langage naturel, et surtout réduire le temps de développement tout en mettant en place les bonnes pratiques. Ça, c'est vrai que je peux voir cet avantage-là, dans le sens où on pourrait lister, on pourrait faire un comité dans l'entreprise, réunissant plusieurs data, que ce soit des data managers, des data stewards, ceux qui gèrent la gouvernance de la donnée avec des équipes techniques. Ce qui a déjà été fait moi dans différentes missions et j'ai trouvé l'approche très intéressante. Le fait de réunir donc un comité pour dire c'est quoi les bonnes pratiques, qu'est-ce qui doit être mis en place dans une pipeline de données ou dans une exposition de données. On va tout gérer ça quelque part. Ça peut être donné à l'intelligence artificielle, peut-être dans le prompt potentiellement, qu'il faut qu'il respecte tout ça. Le fait que potentiellement l'IA puisse voir globalement l'écosystème de l'organisation, donc il arrive à voir les différentes tables, à voir s'il peut les connecter entre elles, qu'il peut comprendre qu'il y a un lien entre elles. Ça va dépendre aussi de la modélisation, ça va dépendre des métadonnées, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc ça c'est à voir. Mais effectivement, ça peut déjà faire gagner du temps.
pour dire on a cette table source là, on voudrait une table donc vraiment brute, on voudrait une table un peu plus nettoyée, sachant ces tables là, ces tables là, ces tables là qui font tel truc et en respectant les bonnes pratiques. Est-ce que tu peux déjà me générer quelque chose de bien, une table avec un bon modèle de données, avec une requête SQL pertinente, exploitant les partitions, clustering, etc. peut générer et faire gagner beaucoup de temps. Même s'il y aurait quelque chose à retravailler, pour moi, plus c'est complexe, plus on va pouvoir gagner du temps. Parce qu'effectivement, sur une requête simple, si on a besoin de faire un select de certaines colonnes from avec un where, je pense que ça va prendre plus de temps de passer par une intelligence artificielle, lui expliquer tout ce qu'il y a plutôt que de le coder soi-même. Mais ça peut apporter une bonne base, effectivement. Pour les équipes de data science, c'est en gros, ils obtiennent la capacité de générer des requêtes sophistiquées et rapidement mettre en place des prototypes de modèles analytiques en passant de manière transparente d'hypothèse à une validation de l'hypothèse. Ok, je n'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça. C'est un peu ce que je viens de dire aussi, ça permet aussi d'avoir un prototype. Les équipes analytiques d'analyse peuvent convertir leurs besoins business, enfin leurs questions business, dans des infos à forte valeur ajoutée. Et ça, elles peuvent le faire à l'échelle. Ok, donc avoir le à échelle et créer des dashboards, je veux dire utiles, on va dire, dans ce sens-là, sans faire du traduction mot à mot, à travers la collaboration avec l'IA. Et sans avoir une expertise poussée en SQL. Ouais, ça, je trouve ça toujours dangereux. Ça me fait un peu peur. Effectivement, ça casse beaucoup de barrières, mais ça me fait peur quand même. Comme l'IA, comme les software engineering. Je pense que pour exploiter vraiment le plein potentiel de la génération de code par IA, il faut aussi pouvoir dire là c'est ok ce qu'elle fait, là c'est n'importe quoi. Reprends-toi parce que là t'oublies tel truc. Je pense que s'il n'y a pas quelqu'un avec un œil expert derrière ou un œil expérimenté derrière, il peut y avoir des dérives. À faire vraiment aveuglément confiance à ce qui va être sorti. À voir. Peut-être que ça va dépendre aussi beaucoup de la gouvernance qu'il y aura derrière. À voir. Vraiment à voir. Sur ce que j'ai vu en tout cas dans les études de cas, j'ai quelques réticences sur ce qui a été sorti, même si je pense qu'il y a pas mal de possibilités. Clairement, les possibilités de faire des prototypes rapides, ça, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et le fait de pouvoir pousser à mettre en place des bonnes pratiques, dire ok, on peut automatiser, mais par contre, il faut mettre en place des bonnes pratiques et les faire évoluer. Dans ce cas-là, on met un comité en place et il faut respecter tout ça. Ça peut être vraiment intéressant, mais il faut jouer le jeu aussi. Ok, ils disent que ça peut révolutionner comment les équipes travaillent avec la data. Oui. Ok, n'hésitez pas à me faire un retour de cet article aussi, éventuellement aussi à m'expliquer certains points que j'aurais peut-être pas capté, que j'aurais pas compris aussi. Puis on peut continuer d'échanger sur cet article. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à bientôt.